production Sideways. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, entre deux jobs, je reçois Charles Morin, fondateur de Les Prétentieux. Ça fait plusieurs années que moi et Charles, on se connaît, puis je suis vraiment content de l'avoir reçu. Charles a vraiment su se démarquer au niveau de sa vision et de ses projets créatifs. Il a commencé avec une petite équipe et a bâti une agence qui fait sa marque dans le milieu. Dans cet épisode, on va parler de son parcours, des défis qu'il a dû surmonter pour faire grandir son équipe et de ce qu'il a appris en intégrant une nouvelle équipe en faisant l'acquisition d'Imago pour créer une grosse équipe de près de 60 personnes aujourd'hui. Une belle discussion sur le leadership, l'entrepreneuriat et la créativité. Bon épisode tout le monde! Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, au podcast, je reçois Charles Morin de l'agence Les Prétentieux. Salut Charles! Salut, merci d'avoir accepté mon invitation. C'est un plaisir. Ça fait longtemps qu'on se connaît, mais je connais pas ton parcours, hein, tout ce qui s'est passé avant l'agence. Fait que j'ai hâte d'en savoir plus. Ouais, c'est vrai, ça fait déjà plusieurs années qu'on se connaît, puis on n'a jamais eu cette discussion-là. Fait que ça va être la bonne journée pour l'avoir. Ça, on a eu dans un souper, puis ça m'intrigue, là, les voyages, l'Europe avant de partir l'agence. Ouais. Fait que j'ai hâte de voir vers où qu'on va se diriger. Écoute, Charles, peux-tu me dire, raconter un peu ton histoire avant Les Prétentieux? Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Qu'est-ce qui se passe avant? Qu'est-ce qui se passe avant l'agence? Ce qu'il faut comprendre, c'est que je viens d'une famille d'entrepreneurs à base. Donc, un grand-père entrepreneur qui se spécialisait dans la restructuration de business. Il a fait ça à peu près toute sa vie. Un homme intelligent, un homme d'affaires, comme on l'a connu dans un peu cette génération-là qui apprenait tout sur le tas, qui ont tout construit. On en connaît beaucoup. On en a comme client. Ouais. On en a vu pas mal. Fait que j'ai évolué là-dedans. Tu connais bien Thetford. Ouais. Nous autres, on vient évidemment du coin. Puis, on est dans une région minière. Fait que on a évolué dans le domaine des garages, dans le domaine des mines aussi. Fait que mes parents ont toujours été là-dedans. Mon grand-père ayant eu un grand garage pendant plusieurs années. En fait, il a fait plusieurs autres entreprises au Québec où il a restructuré, où il a mis en place certaines business. Puis ensuite, à un moment de sa vie, il est venu un peu plus, disons-le, se stabiliser puis s'établir à Thetford pour de bon. Il était de toute façon originaire de là. Ma mère était là et tout le monde était là. Mais il est venu se stabiliser là où l'entreprise familiale, après ça, a grandi avec mon père, mon oncle, mon cousin. Fait que on a toujours baigné là-dedans, tu sais. Souvent, on demande un peu, ben, l'entrepreneuriat vient d'où, tu sais. Je pense qu'il y a des gens qui la découvrent, l'entrepreneuriat, tu sais, via différentes initiatives. Nous autres, je te dirais qu'au plus loin que je me rappelle, là, c'est des souvenirs d'enfance où on se cachait dans les piles de pneus, tu sais. Pour nous, c'était beaucoup ça parce que l'entrepreneuriat, je pense que c'est un peu... les gens pourront en dire ce qu'ils veulent, mais c'est un peu indéniable de dire qu'on est... qu'on vit dedans, en fait. Ouais. On vit complètement dedans, puis je pense que tu le vis aussi. Exact. En le sens où, à un moment donné, tu pars une entreprise, c'est pas comme avoir une job de 9 à 5. On devient un peu attaché à cette organisation-là, puis nous, chez nous, la famille suivait. Fait que rapidement, à un certain moment donné, on a été... j'avais peut-être 4-5 ans, on était déjà dans les piles de pneus. Dès mon très, très jeune âge, là, je ne pourrais pas dire exactement quoi, mais peut-être vers 8-9 ans, je me rappelle de déjà répondre au téléphone à business, de déjà être plongé là-dedans à 100%. Puis les moments que je me rappelle avec mon père, essentiellement, ont toujours été moi dans business. T'sais. Mon père qui fait en sorte que je me lève à 5 heures du matin, un samedi matin, puis qui me dit « Un matin, on part, on va déjeuner. » Puis après ça, c'est dans l'entreprise à voir que l'entrepreneuriat, c'est beaucoup de travail. Avoir mon père se lever la nuit, en pleine nuit, parce que, tu sais, nous autres, dans le domaine du pneu, quand il y a des tempêtes, c'était la même chose avec les mines, mais quand il y avait des bris ou des aimants de genre, le téléphone sonnait chez nous en pleine nuit, là. Puis mon père s'est levé en masse en pleine nuit. Fait que, tu sais, j'ai connu ça. Fait que tous ceux qui me connaissent et qui trouvent que je me lève de bonne heure à cette heure, ben, ça vient un peu de là, au final, tu sais. Ça l'a forgé justement ta routine, puis ça l'a-tu fait que la fibre entrepreneuriale en toi s'est développée? Je ne sais pas si je pourrais dire qu'elle s'est tant développée ou si elle a germé, en sens où chez nous, ça a toujours été ça. Ouais. Est-ce que j'ai connu autre chose? Je ne suis pas prêt à te dire que oui. Je pense que pour moi, ça a toujours été ça. T'sais, pour moi, la notion du travail a été de travailler fort, au sens où c'est toujours ce que j'ai vu. Ça a été que l'entrepreneuriat, ça résume aussi à
oui, faire des heures, puis au fait qu'on n'a rien sans travail, tu sais. Ouais. C'est pour ça que je suis peut-être un peu plus déconnecté avec ce qu'on voit beaucoup maintenant, où on a l'impression que l'entrepreneuriat et le business peut avoir certaines solutions magiques ou certaines formules magiques, où on t'entend sur TikTok ou partout ailleurs qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui a trouvé cette bonne idée-là où business is easy, tu sais. Ouais. On a un créneau fantastique qui fait en sorte que on fait de l'argent, la business, ça roule, c'est facile. Exact. Ça, moi, j'ai pas connu ça. Non. Malheureusement, au sens... puis malheureusement, puis heureusement d'une certaine façon, parce que j'y crois pas encore non plus. Tu sais, je pense que tu vis sûrement la même chose. L'entrepreneuriat, il y a de l'ouvrage à mettre en arrière, puis il y a des efforts à mettre. Il faut que tu sois prêt à mettre toute ton énergie. C'est sûr qu'à un moment donné, ça te redonne. Tu vas peut-être avoir une belle retraite ou peu importe. Il y a du monde qui disent quand tu es entrepreneur, tu n'arrêteras jamais de travailler, tu vas toujours avoir des projets. Ouais. Par contre, tu vas être capable de gérer ton temps, contrairement à quelqu'un qui peut peut-être être salarié. Ouais. Lui, il rentre 9 à 5, c'est fini. Toi, ça vire toujours dans ta tête. Là. Puis je pense que c'est correct aussi. Il n'y a pas de mauvaise façon de voir ça. Il y a du monde qui ne voudront jamais faire ça puis que ça ne les intéresse pas pantoute. Ouais. Puis qui vont en voir d'autres valeurs. Je pense qu'à un moment donné, les valeurs, ils viennent de plein d'endroits. Je pense que ça vient des expériences qu'on a, de ce qu'on fait, de la manière avec laquelle on se forge. Mais à un certain moment, nous, chez nous, ces valeurs-là d'entrepreneuriat et de travail ont toujours été ancrées à la base. Fait que, est-ce qu'aujourd'hui, rendu à 32 ans, je les perdrais ou je les changerais? Non. Ça a toujours été ça. Mais en même temps, je pense que comme employeur, à un moment donné, on travaille avec énormément de monde différent, de plein d'aspects. Puis on le voit aussi avec des clients. C'est pas tout le monde qui a les mêmes valeurs. Puis c'est pas tout le monde qui a les mêmes valeurs que nous non plus. Il faut apprendre à deal with it. À un certain moment donné, il faut qu'on apprenne à dealer avec ça puis à faire en sorte que notre modèle d'entreprise peut accueillir pas juste du monde comme nous autres. Non, parce que ça serait pas nécessairement sain. Ben non, puis à un certain point, ça fait des flamèches. Ouais. Toi, tu gères l'entreprise, mais l'employé, même s'il voudra donner autant d'énergie, ça veut pas dire qu'il va avoir les mêmes bénéfices que toi, là, à un certain point. Exact. À moins qu'ils viennent s'asseoir dans ton bureau et qu'ils disent j'aimerais ça peut-être avoir des parts dans l'entreprise. Mais là, c'est autre chose. Ouais. Mais en même temps, j'ai goût de te dire qu'aujourd'hui, il faut quand même y réfléchir à ça. Au sens où je pense que surtout, il y a des business qui clairement se vendent bien, mais il y a des business, notamment en service, où les gens que tu mets à l'intérieur, c'est ce qui fait la force de ton organisation. Fait une famille. Exact. Fait que si à un moment donné, tu as la notion de dire ça va me rester uniquement à moi, puis que tu n'as pas cette notion-là de dire avec le temps, il va falloir qu'on intègre des gens. Ouais. Ça évolue vite. Hein, puis je pense que toi-même, tu le sais, là, on est dans des domaines de création où tout évolue extrêmement vite. Ouais. Est-ce que je suis prêt à garantir qu'à 45 ans, je vais être encore up-to-date qu'aujourd'hui? Je l'espère fortement. Mais il y a probablement des nouvelles technologies ou des secteurs dans lesquels on œuvre présentement, dans lesquels il y a des jeunes qui vont arriver après nous, qui vont être top là-dedans. Ouais. Fait qu'à un moment donné, je pense qu'il faut aussi accepter d'intégrer des gens, de bien s'entourer. T'sais, nous autres, cette philosophie-là, un peu de dire, est-ce qu'on va rentrer d'autres actionnaires, a toujours été là. Ouais. À la base, oui. La réponse est oui, parce qu'on ne sera pas éternel, puis il faut que cette business-là nous perdure aussi. T'sais. Ouais. Pour qu'il y ait toujours un certain point de la relève ou ça soit pas. On pourra en reparler ça tantôt, justement. Puis, mettons qu'on continue sur le passé. Ouais. T'as-tu toujours eu un projet ça a-tu toujours été un projet que tu voulais créer de toi-même, une entreprise ou quelque chose comme ça, ou ça a été vraiment encore inconnu avant même de starter? Ouais, c'est une bonne question. Je te dirais qu'à l'initial, chez nous, il y a toujours eu un peu la vision de reprendre la relève familiale. Ouais. Ça a toujours été un peu ça, mais beaucoup plus jeune. Je pense qu'à un certain moment donné, je me rappellerai toujours d'une soirée en question avec ma mère, mon père, ma soeur, dans laquelle les quatre, on a eu cette question-là, à savoir... Tu sais, vers quel âge? J'avais peut-être 12, 13, peut-être un petit peu plus vieux. Starter les échanges de bonheur. Oh, en fait, c'est que... à un certain point, s'il y a un nom drastique, comme mettons, on prend rapidement une ferme laitière. Ouais. S'il y a un nom drastique au début, moi je veux rien savoir, il n'y aura pas la passion qui va se développer. Fait que tu sais, pas trop mettre d'énergie sur ça, ça sera peut-être pas mes enfants qui vont prendre la relève. Exact. Ça peut. C'est ça, il y a quand même une ligne de discussion qui est importante de parler avant. Puis s'il n'y en a pas, Ouais, je suis d'accord avec toi. Puis tu sais, nous,
ça arrivait à un point, à un moment donné, où l'entreprise familiale allait changer. Mon grand-père allait prendre sa retraite aussi. Fait que, tu sais, tantôt, je te disais, la business est un peu indissociable de la personne, tu sais. Puis la business est indissociable de la famille. Et, tu sais, tu le vois aussi, là. Enfant tout neuf, à un moment donné, tu restes entrepreneur. Il y a des responsabilités qui restent là pareil. On n'a pas... on peut pas nécessairement se soustraire. C'est qu'à un moment donné... La business existe, il y a des responsabilités qui viennent avec ça, puis malheureusement, on ne peut pas se soustraire. Puis ça a des impacts sur la famille, ça a des impacts sur les amis, ça a des impacts sur tout ce qui nous entoure. Puis nous, on est arrivé à ce point-là où à un moment donné, on s'est posé cette question-là familiale, à savoir on continue-tu, on continue pas. Puis la décision avec mes parents à cette époque-là, ça a été de tourner la page, qui a été pour nous une très bonne décision. Tu sais, est-ce que ça l'a tué la fibre entrepreneuriale en moi? Pas du tout. Mais ça m'a emmené sur d'autres horizons, je pense, que nécessairement, j'aurais pas eu. Peut-être que j'aurais suivi une ligne un peu plus déterminée, ce qui aurait été correct aussi, mais pour moi, ça a été vraiment, je pense, un pivot à un moment donné. Je me suis peut-être remis en question en vieillissant, à savoir je vais faire quoi, mais quel genre de business finalement, fait que vers quelle direction je vais aller. Des fois, il y a des motivations qui sont cachées dans l'entrepreneuriat où ce que ça vient vraiment allumer une petite flamme dans un projet. Toi, n'as-tu un? Je pense que tu m'aurais posé la question quand j'avais 25 ans. Je t'aurais probablement répondu quelque chose d'assez général, ne sachant pas trop. Je pense qu'à un moment donné, avec les années, on vieillit. On apprend à mieux se connaître. Moi, la dimension de valorisation et de fierté est extrêmement importante. De faire des choses duquel on est fier, des éléments qui nous représentent. Il y a d'autres mondes qui vont nous dire hey, ben moi, je le fais pour le bénéfice que ça me donne. Il y en a d'autres qui vont nous dire je le fais pour être capable de prendre ma retraite à 45 ans. Je le fais parce que j'y crois vraiment. Il y a combien d'entrepreneurs qu'on voit qu'ils ont des business où clairement. Ils sont pas bien. Qui sont pas bien, ou je dirais encore plus, il y a combien d'entrepreneurs que tu vois qui sont réellement motivés? Là? Tu sais, qu'ils ont une motivation intrinsèque tellement forte. Là. Puis ils croient en leur projet, à leurs produits, puis ils sont pas nécessairement dans des secteurs où la ligne du bas est le secteur qui génère le plus. Mais il y en a qui y croient fermement. Tu sais, tu peux prendre des industries comme la restauration ou autre. Il y a des passionnés là-dedans. Tu sais, je pense qu'après ça, il y a mille et une personnes différentes. Moi, pour moi, il y a définitivement le volet passion sur... Tu sais, j'aime, après 10 ans, autant ce qu'on fait que le premier jour où j'ai commencé à le faire. Mais... Comme je te dis aussi, il y a toute cette dimension-là de fierté. C'est pour moi de voir notre monde grandir, de voir notre monde aller sur des pitchs, de voir notre monde gagner, voir notre monde avoir des wins, voir l'organisation grandir, se structurer. Moi, pour moi, ma paye est vraiment là-dedans. Ouais, vraiment. Puis, c'est ta fierté, puis c'est ce qui t'a bâti, même si c'était ça avant. C'est ce qui te suit au quotidien. Oui, c'est ce qui me suit au quotidien. Puis comme je te dis, je ne sais pas si à 25 ans, quand tu te lances nécessairement, je pense qu'au début, puis on l'a vécu tous les deux, ton objectif, c'est juste d'être réussi à en vivre. C'est ça, tu te dis, la réussite, c'est ça. Je peux-tu en vivre? C'est à la base. Fait que je peux-tu générer assez? Je peux-tu avoir assez de monde avec moi pour réussir à avoir une entreprise duquel je vais être capable de vivre puis perdurer? Puis après ça, je pense que nos intentions évoluent là-dessus. Fait que tu sais, oui, au début, tu veux en vivre. Après ça, tu veux te structurer. Un jour... Tu veux peut-être réussir à en faire moins, à être moins impliqué. Tu veux réussir aussi à... C'est sûr que c'est quelque chose qu'on souhaite tous. D'en faire un peu moins, mais tu sais, gagner quand même ce que tu veux gagner. Mais toi, pour l'instant, tu as l'air encore autant impliqué. Là. On est encore impliqué, mais je pense qu'on n'est plus impliqué au même niveau. Au sens où, à un moment donné, je pense que nous, notre plus gros win des dernières années, c'est plus d'être capable de sortir graduellement des opérations. À un moment donné, je pense que la business, ça devient stratégique aussi, au sens où on a des grandes décisions à prendre. Ces grandes décisions-là, ils nous demandent du temps. On pourra en reparler plus tard, mais nous, avec l'acquisition, par exemple, de Imago en novembre passé, ça, pour moi, c'est du stratégique en sens où c'est pas de l'opérationnel quotidien. C'est pas moi qui réponds au téléphone à un client, c'est nous qui va planifier comment deux organisations qui font essentiellement la même chose, mais avec des cultures qui, comme dans n'importe quel business, peuvent différer, comment on additionne ça? Comment on fait en sorte que ça va fonctionner? Ça, pour moi, c'est du stratégique. Puis à un moment donné, on n'a comme pas le choix de se retirer un peu. C'est pas facile. Pas facile. J'ai l'impression que là, on s'en parle.
Mais tu viendrais voir dans mon bureau, puis finalement, tu me dirais, ben, t'es quand même opérationnel encore. T'sais. Mais je pense que c'est pas facile, tu sais, entre le désir réel puis le fait qu'on se retire vraiment. Mais je pense qu'il y a de la maturité à prendre à un moment donné où il faut qu'on fasse confiance à notre monde. Y a-tu tu sais, là, tu parles des opérations et tout ça. Il me reste un point à parler sur ton passé. Après ça, on va pouvoir parler 100%. Du présent. Tu m'as parlé d'un projet, peut-être en Europe, il y a peut-être de quoi qui a allumé dans ton cerveau. Parle-moi un peu de ça. Ça doit être ton projet, ta petite graine qui s'est plantée dans ton cerveau sur, bon, mais je me pars un projet pour de vrai. Puis, Ouais. Ben, en fait, je te dirais que c'est même plus que ça. Faut remonter aux alentours de 2012. Je viens de finir Garneau, j'ai fait de gestion de commerce, moi, à base. Je sors de gestion de commerce, puis il me reste un stage final à faire. À cette époque-là, Garneau International, on avait l'opportunité de pouvoir aller travailler en Europe. Je pense que j'étais pas mal le seul de ma cohorte, si je ne m'abuse, à le faire à l'époque. Puis, je me ramasse à Paris, sommairement, pour travailler pour 2 entreprises. Une entreprise qui se spécialise essentiellement dans le domaine du cinéma, puis une deuxième qui se spécialise plutôt dans le domaine des finances. C'est 2 affaires complètement différentes. Quand je suis sorti de Garneau, moi, on était à l'époque où, un peu en mode, comment je dirais ça, un peu comme beaucoup de monde aujourd'hui, où les finances sont hyper intéressantes. Au sens où la finance est intéressante, les marchés boursiers, c'est intéressant pour beaucoup de monde en gestion, en admin. Ce côté-là financier, autant au niveau des banques, est super attrayant. Fait que le chemin est prédestiné. Ma direction Université Laval, gérant en finance et autres, et petit train et reloin. À cette époque-là, donc, je pars là-bas, je m'en travaille pour ces 2 entreprises-là, fait que je fais un bout pour une, puis je fais un bout pour l'autre, question d'accumuler de l'expérience. Puis, entre-temps, chaque matin, il faut que je me rende à Clichy. Fait que pour ceux qui connaissent Paris, je restais à côté de place d'Italie. Il faut que je m'en aille à Clichy, il faut que je prenne un train de banlieue. Bref, on n'est pas nécessairement à Porte, fait qu'il faut que je parte presque du centre, puis que je m'en aille complètement en banlieue. C'est un trajet qui est assez long, fait qu'à cette époque-là, je m'achète la biographie de Steve Jobs. Je passe ça chaque matin pendant tout le temps. Puis dans le livre, à un moment donné, il y a un nom qui revient constamment. Celui de Jonathan Ive. Puis là, j'arrive pas à comprendre. Le gars semble hyper important pour la marque. Puis là, on parle que le gars, c'est un peu lui qui est derrière le produit, mais à cette époque-là, j'arrive pas trop à comprendre ce qu'il fait. Je finis par comprendre que c'est comme le designer, mais tu sais, designer quoi? Le gars était clairement pas un designer graphique, c'était lui qui dessinait le produit, c'était lui qui le réfléchissait. Fait que de fil en aiguille, je décide d'une fin de semaine, je me trompe pas, de m'en aller à Londres. Il y avait un musée de design dans lequel lui, il y avait des bios sur lui, puis il y avait beaucoup d'éléments qu'il a fait. Et là, je comprends, et tu parlais du point tournant, et je comprends à ce moment-là, c'est quoi le design industriel. T'sais, pour beaucoup de monde, le design industriel, c'est un mot assez large que je ne suis pas certain qu'ils sont capables de bien décrire. Mais globalement, on en vient à dire qu'en marketing, nous autres, une chose qu'on apprend, c'est qu'il y a 4 éléments que tu peux changer. Tu peux modifier le produit, tu peux modifier le prix, tu peux modifier la distribution, tu peux modifier la communication. Les 3 dernières variables sont assez claires. Modifier le produit, par contre, je te dirais, à peu près personne qui peut dire vraiment comment on le modifie, le produit. Ouais. C'est qui vraiment qui a l'idée ou qui vient travailler là-dessus? Et c'est là, à un moment donné, où le design industriel devient hyper important. Puis pendant cette fin de semaine-là, j'ai comme cette illumination-là, où je me rends compte, en fin de compte, que la dimension produit, on peut la modifier. Au sens où il y a des gens qui se spécialisent spécifiquement dans tout le thinking qui est derrière la conception d'un produit. T'sais. Un produit, il faut le réfléchir de manière empathique. Il y a tout un processus complexe qui va faire en sorte qu'il y a des bons produits puis qu'il y a des mauvais produits. Puis je change du bout pour bout. Et ça a été, ça a été vraiment un moment tournant. T'sais, pour moi, un peu, c'était comme de l'inexplorer, de dire, la communication, on s'entend, on a de l'impact, mais la communication, on va influencer. Ouais. Le prix, tu vas calculer ton coût de revient avec ton comptable. Oui, tu peux le changer. Les gens vont acheter ou non ton produit. Puis ta distribution, oui, tu as le contrôle, mais la variable de produit est impressionnante autant dans un produit que dans un service parce que tu te dis, attends un peu, là, ça, c'est l'impact que j'ai, c'est ce que les gens utilisent à tous les jours. Ouais. C'est vraiment l'impact final de ce que le produit, tu peux avoir une bonne communication. Si ton produit n'est pas bon, malheureusement, il ne se vendra pas. S'il répond à rien, ça ne fonctionnera pas. Exact. Et c'est là où, en revenant de cette fin de semaine-là, j'appelle ma mère et je m'inscris à l'Université de Montréal en design. Et là où c'est un point tournant et qui est un peu drôle, on pourra en reparler plus tard, mais
j'ai jamais dessiné de ma vie, tu sais, au sens où j'ai jamais dessiné de ma vie, je pars de zéro. Et là, je m'inscris en design à l'Université de Montréal et ils demandent un portfolio de design et autres éléments. Fait que j'ai rien d'autre à faire que d'écrire une lettre pour expliquer l'illumination que je viens d'avoir, puis pourquoi je pense que faudrait qu'ils me prennent. Et je me dis, ils me prendront jamais. Impossible qu'ils me prennent avec ça. Puis 2 mois plus tard, je reçois une notice qui me dit que j'ai été accepté. Il faut comprendre qu'à cette époque-là, c'est un. Puis encore aujourd'hui, c'est un programme qui est contingenté. Là. Je serais curieux de savoir qui avait décidé de me prendre. Je me remercierais probablement aujourd'hui, mais à cette époque-là, j'étais certain qu'elle n'allait pas me prendre parce que j'avais rien à fournir. T'sais. Mais j'avais de l'intention ferme de me développer là-dedans. Fait que c'est ça. Bref. Fait que tout. Puis là, ben, ça a fait que t'es talent en design. Exact. Puis là, ben, arrive peut-être à ce moment-là, pas loin, l'agence. Ouais, en fait. Y a quoi entre les deux? Exact. En fait, j'ai fait design à Montréal et j'ai transféré à Laval après, où le bac en design de produits venait d'ouvrir. Fait que design de produits et design industriel étant très similaires, étant à peu près juste un terme qui change, je m'en vais à Laval tout simplement pour finir mon programme en 2e année de bac. Ben là, c'est là, à un moment donné, où on dit, on était 6 au début, nous autres, dans l'agence. On peut en glisser un mot, justement. C'est ce qui a créé la fondation des prétentieux. Exact. En fait, Festival de la Relève, on est aux alentours de 2015, donc été 2015. On est 6 à l'époque, 6 jeunes de la région, à peu près tous dans des domaines créatifs, tu sais. Fait communication, design et autres éléments. Puis on se réunit en disant, ben régionalement parlant, à cette époque-là, il existait une agence peut-être, il n'existait pas tant de possibilités non plus. Des agences. Puis l'agence existe encore? L'agence tu disais qu'il y avait une agence à Tête-Forte? L'agence qui n'existe plus maintenant. Elle n'existe plus. Exact. Ah, exact. Et puis, on se dit, il y aurait peut-être des possibilités. T'sais. Clairement, nous autres, on arrivait avec un background qui était quand même extrêmement différent. T'sais. Au sens où on arrivait avec un background de communication, un background de marketing plus pur, et non pas nécessairement un background juste design graphique ou dans cette approche-là. Fait que c'était ça qui était intéressant. Fait qu'on se dit, on va fonder l'agence. Donc, un peu moins d'expérience, mais par exemple, vraiment tendance. Ben, une vision qui, sommairement, je pense qu'elle était très différente. Ouais, pendant des années, je pense, exemple, on a conçu des brandings, on a conçu des logos souvent, mais dans une optique beaucoup de design graphique. T'sais. Je pense qu'il y a toute une optique après de stratégie, de communication. Le fondement d'une marque est profond en sens où ça va dans la mission, dans les valeurs, dans le fondement même de la construction de cette entreprise-là. Puis après ça va venir émaner, au branding, mais à la communication, à la tonalité, bref. Fait que c'était un peu cette vision-là qu'on avait en disant on pourrait apporter quand même. Démarqué, exact. On pourrait apporter quelque chose de plus. Puis c'est vraiment là-dessus qu'on a fondé. Fait que l'agence, après ça, née en septembre 2015. Comprendre qu'à cette époque-là, je fais moitié-moitié, au sens où on est à l'université. Les premiers clients, on répond dans nos cours littéralement. Fait qu'on s'écrit, puis on se dit, t'es-tu en cours? Je suis pas en cours. Toi, es-tu en cours? Puis on se renvoie les téléphones pour être sûr qu'on puisse rappeler le client. Fait qu'on est dans cette dynamique-là pendant presque 1 an et demi où on étudie, on prend les mandats, on essaie de voir ce qu'on peut faire avec ça, puis on évolue. Fait que ça a été, la première année a été extrêmement formatrice, disons-le comme ça, avec l'université à travers. Ouais. Puis les prétentieux, c'est quand même un nom qui fesse. Comment que ça a été choisi, ce mot-là? Ouais. Le nom des prétentieux vient pas nécessairement de nous. On a rencontré plein de monde au début parce que comme n'importe quel jeune, à un moment donné, on vient exprimer notre vision, puis on vient un peu dire hey, on va fonder quelque chose, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'il y avait peut-être beaucoup de monde qui se disait que dans cette industrie-là, parce qu'on va se le dire, on est dans la même industrie, c'est pas une industrie qui est si simple, en le sens où c'est une industrie qui est compétitive, c'est une industrie dans laquelle il y a énormément de joueurs différents, puis c'est une industrie qui innove rapidement. Et puis là, on se dit en fait qu'on va en parler à certaines personnes. Puis à cette époque-là, il y a beaucoup de monde qui nous pense un peu prétentieux, en fait, qui pense qu'on avait, je pense, la fondation. En fait, on avait la prétention de dire qu'on pouvait réussir là-dedans. Puis c'est ce qu'on s'est fait dire, en fait. Donc, à un moment donné, dans certains meetings, on s'est fait dire que notre prétention était un petit peu trop
est un petit peu trop importante et de ça est né, en fin de compte, les prétentieux. Fait que c'est même pas nous qui l'a trouvé, mais plus de ce que des gens nous ont dit qui voyaient de nous. Puis au final, avec les années, on est encore là pour pouvoir en parler. C'est ce qui a aussi fait l'identité, toute votre gang. Ouais. Est-ce que vos personnalités ont vraiment amené l'identité de l'agence? Ça l'a-tu forgé? Je te dirais que ça l'a forgé. Parce que si vous étiez 6. Ouais, exact. Vous avez 6 personnalités qui, je veux dire, qui travaillent bien ensemble. Ouais. Mais somme toute, après tout ça, c'est une agence globale pour chacune des personnes. C'est une bonne question que tu me poses. Puis c'est drôle parce que je pense qu'à un moment donné, au bout de 10 ans, puis avec le recul, on est capable de mieux comprendre. Est-ce que, si tu m'avais posé la question à 25 ans, aviez-vous la maturité, aviez-vous l'intelligence émotionnelle globale de pouvoir amener une cohésion parfaite, mettons, dans 6 personnes? Sincèrement, avec toi, la réponse était non. Pas à cette époque-là. Tu sais, au sens où personne n'avait d'enfants, nos vécus personnels étaient très limités à 25 ans. Tu sais, personne n'avait parti de business non plus. Ouais. Puis c'est ce qui a fait en sorte que rapidement, on est devenus 2 là-dedans. Par contre, juste pour pivoter sur ta question, tu me demandes aujourd'hui, 10 ans plus tard, est-ce que c'est important d'être plusieurs, selon moi, dans une business? Puis qu'on ajoute du monde qui ont des pensées différentes de la nôtre, je te dirais que c'est primordial. Ouais. C'est primordial pour plein de raisons. Premièrement, il y a une dimension de défi, il y a une dimension de stress. Être seul, des fois, aux commandes. Moi, j'ai énormément de respect pour les entrepreneurs qui sont seuls. Ça doit être compliqué. Au sens où ça doit être difficile. Au sens où, à un moment donné, on est seul à porter le poids. Moi, j'ai toujours eu la chance d'être entouré de gens formidables. On a eu Francesca qui s'est greffée à nous rapidement au début, qui est probablement la fille la plus travaillante que j'ai jamais rencontrée de toute ma vie. On a eu Jonathan qui s'est greffé à nous aux alentours de 2019-2020, qui est un people guy, qui est un développeur et un gars qui a une intelligence d'affaires phénoménale. Puis juste nous 3, par exemple, on est 3 personnes qui, oh mon Dieu, qu'on a des visions différentes du monde parfois. Puis avec le temps, on est venu greffer Zoé aussi. Zoé, ça faisait plusieurs années qu'elle était avec nous autres, qui elle aussi avait une vision qui était différente de je dirais, de ce que doit être l'entrepreneuriat, de ce que doit être aussi la gestion de nos équipes. Puis encore une fois, ça a apporté une vision différente. Ouais. Aujourd'hui, ce qui fait, je pense, la richesse de notre capacité d'avancer, d'affronter les défis, c'est que à 4 visions différentes, tu as toujours quelqu'un qui est capable de soulever quelque chose. Ouais. Cerveau collectif. Là, il y a un cerveau collectif, puis après ça, je pense qu'avec les années, on finit par être capable de s'accorder. Ouais. On s'accorde, on s'unit, on n'est pas toujours d'accord, mais c'est ce qui fait la richesse. Puis je suis sûr qu'avec toi, avec Pascal, ça doit être la même affaire. Exact. Vous ne devez pas toujours être d'accord. Non. Mais je me dis, si j'avais été tout seul à prendre toutes les décisions dans le temps, ce serait pas ce que je pense pas que je serais ici présentement. C'est ça, exact. Ouais. Fait que ça, de bien s'entourer, puis de s'entourer de monde qui ne pense pas comme nous autres, c'est une richesse, définitivement. Qui est aussi sûrement une fierté. D'avoir vu évoluer tout ça jusqu'à aujourd'hui. Ben oui, parce qu'à un moment donné, tu te dis, il a fallu évoluer comme humain. Là. Ouais. On s'entend que l'entrepreneuriat, ça nous amène dans énormément de directions. Puis comme humain, je parlais d'intelligence émotionnelle tantôt. Moi, j'ai eu quand même des moments dans cet entrepreneuriat-là où on a eu des grandes décisions à prendre, où on a eu des pivots importants à faire, que ce soit avec des actionnaires, avec des décisions, des ouvertures de bureaux, des acquisitions, des fusions. Puis ça m'a obligé à maturer à vitesse grand V, puis à m'entourer. Fait qu'à un moment donné, je me suis entouré de coachs, je me suis entouré de différentes personnes, je me suis entouré de monde qui n'était pas d'accord avec la manière duquel je pensais. Marco Roy, notamment de Étape 21, qui souvent au début, dans la maturité émotionnelle que j'avais, avait la capacité de me challenger puis de me dire « Repense à ce que tu viens de dire, là. Tu penses-tu vraiment ça? C'est-tu vraiment là que tu t'en vas? » Ou de m'ouvrir à dire « OK, parfait, ça c'est ton point de vue. À cette heure que tu essayes de considérer tout le monde, là, considère, mettons, elle, selon toi, là, dans son point de vue, dans sa personnalité puis dans sa vision du monde, comment tu penses qu'elle perçoit? » Puis ça, je pense que ça nous rend définitivement beaucoup plus intelligents. Puis comme gestionnaire, quand tu veux que ton entreprise à scale, ben à un moment donné, tu n'as pas le choix de prendre des arrêts puis de ne pas juste pencher à toi, en fait, puis de ne pas juste arrêter puis de dire comment moi je réfléchis. C'est l'impact de ma décision sur lui, sur elle, sur lui, sur elle. T'sais, fait que c'est vraiment ça. Mais ça construit vraiment un...
un parcours qui a des succès. Ouais. Mais qui a aussi des challenges, des défis. Ah, c'est de la persévérance. Puis qu'il y a eu des échecs aussi. Là. As-tu des. Ah, ben oui, mais tu sais, on a eu plein, je pense, au sens où il y a. Tu sais, je te parlais de moments pivots à certains moments. J'y repense aujourd'hui, puis je me dis, il y a bien des décisions qu'on a prises ou il y a bien des moments qu'on aurait pu sauver si émotionnellement, on avait été capable, par exemple, de mieux communiquer, de mieux challenger. Mais à une époque, à un moment donné, je pense qu'on était juste trop jeunes. Fait que c'est sûr qu'il y a des décisions qu'on a prises dans le temps ou des mandats qu'on a exécutés, des relations avec des clients ou autres que je me dis, avoir la maturité qu'on a aujourd'hui, ça aurait été différent. Ouais. Mais en même temps, tu veux-tu vraiment reculer en arrière parce que c'est ces points-là, c'est ces points pivots-là ou dans certains cas de mandats ou autres, ça a été certains échecs qui a fait en sorte que tu t'es remis en question. Il n'y a aucun regret dans tout ça. Absolument pas. J'ai aucun regret de tout ce qu'on a fait. Tu sais, je pense qu'on le voit aujourd'hui, puis ça me fait rire parce que Musk construit des fusées à vitesse grand V pour aller sur Mars présentement, puis tu as comme les deux techniques. Hein. Tu as la technique de la NASA qui est c'est-à-dire on va prendre énormément de temps pour être sûr de ne pas se tromper, mais ça va être très, très long. Ça va être très long, ça va être très fastidieux, ça va être très coûteux. Puis tu as l'autre technique où à un moment donné, on se dit ça se peut qu'on lance une coupe de fusée, ça se peut qu'il y en ait qui explose en s'en allant, mais mon Dieu qu'on va apprendre vite, par exemple. Ouais. Puis probablement là, qu'au bout de 5 ans, on va avoir l'expérience cumulée de 25 ans. C'est exactement ce qui se passe avec ces deux organisations-là au final. Exact. Fait que je suis plutôt de la deuxième façon. Ouais. Vraiment. Tu sais, je pense qu'à un moment donné, c'est du design thinking. Tu sais. Acceptes-tu que dans ton processus d'entreprise, autant quand tu gères un client, un employé ou autre, t'acceptes-tu l'erreur? Puis t'acceptes-tu le fait que tu vas être obligé d'avouer ton erreur puis de revenir en arrière? Mais après ça, une fois que tu t'es planté, qu'est-ce que tu as appris? Et ça, là, ça va te faire grandir extrêmement vite. Je pense que c'est ça qui devient une richesse au final. C'est ça qui bâtit ta richesse. Ouais. Quand tu te retrouves dans des moments où tu n'es pas en contrôle, comment toi, Charles, ton cerveau fonctionne? As-tu des méthodes qui te permettent de... Je sais pas comment finir ma question. Là, non, mais... quand on n'est pas en contrôle, je pense que ma déformation professionnelle, un peu en lien avec le design et le design thinking, va faire en sorte que je suis pas, pour ceux qui me connaissent, je suis pas quelqu'un qui est d'une grande méthode, au sens où les idées vont vite. Ouais. Comme je pense beaucoup de monde dans le domaine de la création, là, fait que souvent je peux me perdre. Par contre, le design, ce qui m'a apporté de plus important, c'est la méthode. Ça veut dire que c'est pas parce que tu as énormément d'idées que tu peux pas apprendre à le processer, à le penser puis à le réfléchir. Fait qu'à un moment donné, à mettre sur papier, ça revenir en mode c'est quoi la problématique que je suis en train d'attaquer présentement? Là? C'est quoi tous les irritants qu'on vit avec ça? Là? Refaisons-nous un big picture de à quoi on tente de s'attaquer. Puis après ça, développons des pistes de solutions. Puis encore une fois, je reviens à mon truc de Charles Morin n'a pas toujours les meilleures pistes de solutions. Après ça, les gens qui t'entourent, c'est quoi les autres pistes potentielles? Puis souvent, c'est un middle des pistes de plein de monde qui vont faire en sorte que cette solution-là va être bien meilleure, va être mieux adaptée. Fait que qu'est-ce que je fais quand on se perd un peu? Moi, je suis pour le time-out, là. L'arrêt. Ouais. Prenons le temps d'y réfléchir, 30 secondes de où est-ce qu'on s'en va. Prenons le temps de mettre sur papier c'est quoi les irritants, la problématique centrale qu'on attaque, c'est quoi les possibilités qu'on a en matière de solutions, puis prenons la meilleure. Puis dans n'importe quelle solution, il y a toujours des nouveaux irritants. Tu sais, souvent, j'ai l'impression qu'on cherche un peu la solution miracle, là, comme si dans certains moments de la vie, il y a un peu cette solution-là qui va tout résoudre. Prenons à base, puis je reviens encore à mon histoire de faire des erreurs. Il n'y a pas une solution qui marche à 100%. Fait qu'elle va toujours générer de nouveaux irritants, de nouveaux éléments. Il faut juste prendre la solution qui en génère le moins. Ouais. Fait que c'est beaucoup dans ce thinking. T'as-tu des exemples concrets que tu pourrais partager aujourd'hui d'une situation qui s'est passée que vous avez fait votre cerveau collectif ou peu importe la solution que vous avez réussi à faire? Ben, à 100%. Tu sais, nous autres, les prétentieux, ça résulte de 2 acquisitions-fusions, en fait. Ouais. La première étant en 2019-2020 où on s'est joint à Agence CC. À l'époque, Agence CC, notre partenaire en web, avec Jonathan qui fait partie de nos associés maintenant. Puis ensuite de ça, maintenant, de Imago, donc qui date de l'année passée. Dans ces processus-là, là, c'est compliqué. Parce que souvent, je te dirais, on se fait un plan de match au début. Tu as les meilleures intentions du monde. Il y a donc un bon plan de match, puis ça va donc être efficace. Puis en cours de route, il y a beaucoup d'éléments sur lesquels on se plante.
Fait qu'autant sur de la méthodologie dont on va gérer une ligne de service, des employés, duquel on va gérer certaines situations, je te dirais, j'ai pas, mettons, une situation concrète à te dire particulièrement, mais on en a vécu beaucoup, nous, dans nos processus de fusion où on pense quelque chose d'un bord, on pense quelque chose de l'autre, puis finalement, on ne s'arrime pas pantoute. Puis ça nous arrive vraiment souvent. Fait que, tu sais, on s'est trompé souvent, mais il faut retourner en arrière. Un peu comme je te disais, là, à un moment donné, la business, c'est itératif. Là. 2 pas en arrière, on retourne en avant, puis essaie de trouver autre chose. Tu sais. Puis nous, je te dirais que c'est peut-être depuis 2-3 ans où on s'est mis à le communiquer avec notre staff, au sens où... la transparence. Ben, à un moment donné, je pense que plus jeune, on avait un peu cette idée-là de l'entrepreneur qui a solution à tout, qui résout tout, qui peut pas se tromper. Puis nous, on est entrepreneur, on gère une business. Mais à un moment donné, quand je pense que tu deviens transparent avec ton monde, quand tu deviens vulnérable plutôt, quand tu es capable de faire preuve de vulnérabilité avec tes équipes en mode on va essayer quelque chose, on va peut-être se planter, puis si on se plante, on corrigera. Bien ça, je pense que ça change la donne. Puis ça prend une équipe qui est capable d'accepter un peu ce type de boss, de leadership. Là. C'est ça. Ouais. Parce que des employés qui n'aiment pas le risque, qui tombent anxieux ou quelque chose comme ça, ben c'est eux vont être un peu le boulet dans le processus. Peut-être, non, on monte tout ensemble. Ouais. On grandit ensemble, puis ben, si tu nous aides là-dedans, ben, tu vas être gagnant aussi. 100%. Puis je pense que le défi aussi, puis nous, on le vit, je te dirais, depuis qu'on est quand même un très bon groupe, on va être rendu pratiquement 60 maintenant, où à un moment donné, un peu comme tu dis, des personnalités, là, il y en a de tous les types différents. Ouais. Jamais tu vas réussir à déployer une solution, un discours ou un message qui va pouvoir convenir à tout le monde. Ouais. C'est impossible. Parce qu'il y a trop de visions, il y a trop de personnalités différentes. Assurons-nous d'avoir les meilleures intentions du monde. Puis encore une fois, moi, le conseil que j'aurais à donner, c'est plus là-dessus, c'est si tu es vulnérable avec ton monde, puis si tu es capable d'exprimer où ce que tu en es présentement, puis les enjeux que tu as, au moins tout le monde va être sur la même base de où ce qu'on est présentement. Puis de dire à ton monde que chez nous, il faut accepter l'erreur, ça, je pense que c'est primordial. Primordial. Oh, c'est bien dit. Ouais. J'aimerais ça qu'on parle un peu justement de ta partie où ce que vous avez plusieurs, au début, vous avez plusieurs chapeaux. Mm-hmm. Puis t'as comme réduit un peu les chapeaux pour se spécialiser dans certains départements. Ouais. Ça a été quoi l'avantage de faire ça? Tu sais, un certain point, c'est de la sous-traitance ou tout simplement d'enlever des services, donc peut-être faire un peu moins de ventes sur un. Ça a été quoi la stratégie autour de ça? C'est une bonne question que tu me poses. Récemment, on s'est posé la question à savoir sur comment on se restructurait parce que, comme je t'ai dit, avec l'acquisition d'Imago en novembre 2023, excuse-moi, il a fallu refaire les organigrammes, il a fallu refaire les structures. On savait déjà ce qu'on s'en allait, un peu comme tu dis, en séparant certains services, mais là, on tombait vraiment avec des grandes cellules pour nous. Fait que, tu sais, on tombait avec des... On n'aime pas ça dire département, je vais plutôt utiliser équipe, là, mais on tombait avec des grandes équipes où à un moment donné, on n'avait pas le choix de faire certains choix. T'sais. On ne pouvait pas pitcher notre monde partout, ça, c'était définitif. Fait que, pour répondre à ta question, qu'est-ce que ça nous a donné, mais comment on est arrivé au processus? Ben, nous autres, le 360, on y a toujours cru mordicus. En ce sens où il y a énormément d'agences maintenant qui se spécialisent dans un créneau. C'est correct. Moi, j'ai toujours respecté ça énormément. Puis je comprends aussi, je te dirais pourquoi maintenant. Il y a beaucoup de monde qui ne veulent plus se spécialiser dans le 360. Maintenir une expertise en 360, c'est extrêmement complexe. Ça nécessite beaucoup de monde. T'sais, je te dirais que nous, à 60 présentement, on est pour moi sur le niveau minimum pour réussir à maintenir des cellules qui réussissent à être compétitives, qui réussissent à... Parce qu'à un moment donné, ton expertise, il faut que tu la fasses remonter. Là. Ouais. Fait que quand tu as une personne qui a 1001 chapeaux, c'est faux de dire que la personne elle a le temps de s'informer sur l'industrie, qu'elle reste constamment up-to-date, que comme organisation, on est performant. Ouais. C'est pas vrai. La personne est opérationnelle, la personne elle a souvent les mains partout en même temps, la personne elle essaye d'éteindre des feux comme dans beaucoup de business. Fait que pour répondre à ta question, pourquoi à un moment donné on finit par faire des choix pour être capable de donner l'occasion à notre monde pour nous créer des équipes dans lequel, nous, de la manière qu'on fonctionne, il y a un head. Donc, le head est la personne qui gère le flow, qui gère un peu, je te dirais, la croissance puis le plan stratégique que l'organisation va venir mettre en place, puis il y a un lead.
Le lead qui est la personne qui, pour nous, développe le savoir, qui est la personne qui est là vraiment pour push le savoir, puis entourer tout le monde, accompagner le staff, accompagner tout le monde. Ouais. Si tu ne fais pas des choix à un moment donné, puis que tu n'acceptes pas que tu vas avoir des gens qui ne sont pas 100% facturables sur un payroll, puis que tu n'acceptes pas à un moment donné que tes gens ne se spécialisent pas dans un élément, pour ma part, je pense que tu finis par tirer partout. Tu sais, c'est que tôt ou tard, tu vas finir par être dépassé. Parce que, comme je te dis, tu ne peux pas rester update. Fait que nous, à travers le temps, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est vraiment divisé des équipes précises dans lesquelles on a vraiment des heads, des leads spécifiques. Puis, ils ont des missions, eux autres, avec toute l'équipe qui viennent avec eux. Fait que cette spécialisation-là, bref, elle nous aide, je te dirais, à rester compétitif puis à jour dans chacune de ces différentes cellules-là. Après ça, il y a des éléments que, un peu comme quand on travaille avec vous, exemple en prod, il y a des services où à un moment donné, il y a du volume ou si tu n'es pas ultra spécialisé. C'est comme vous, mettons, vous êtes une boîte de prod, fait que les gens vont venir voir spécifiquement pour ça. Ouais. Pour nous, mettons, dans un 360, la prod, elle va s'insérer à différents niveaux. Sur la création de contenu, elle va s'insérer sur certaines campagnes où on veut vraiment faire un push où ta vidéo va devenir un contenu qui est publicitaire et qui est spécifique. Mais pour réussir à dire que vraiment, exemple, tu maintiens un département de prod la constance. Exact. Ouais. Ben, c'est sûr que ça nécessite un flow. Puis là, après ça, encore une fois, je reviens à mon histoire de tu décides-tu de demander à ton monde de faire un peu de tout puis de se pitcher partout, ou à un moment donné, tu te dis, je vais développer un flow, je vais m'assurer que mes principales équipes ont vraiment un flow, que tout est solide. Puis le jour où je voudrais, puis je considérais que l'ensemble de notre équipe, on est capable de générer un flow assez fort, bien, ce coup-là, on rencontrera des partenaires, on rencontrera d'autres mondes, puis on se demandera si on vient greffer du monde à nous autres. Fait que c'est plus dans cette optique-là. C'est ce qui a fait aussi le fait que ça vous a permis d'avoir une agence comme ça aujourd'hui. Ouais. Vous avez peut-être mis... avant, faisiez-vous beaucoup de, par exemple, de l'identité, des linges et tout ça? Peut-être que non, mais aujourd'hui, ben, dans l'optique du 360, ben, on va s'en occuper. Oui, exact. Je pense que souvent, on a un peu tendance à oublier de quelle problématique on part. J'en parlais tantôt. Là. Avoir une agence de 360, je pense que si jamais tu te lèves le matin en mode j'ai une agence de 360 puis je veux juste faire de tout, c'est pas nécessairement le bon thinking à avoir. Parce que ça va être compliqué. Ouais. Nous autres, l'optique qu'on a toujours eu, puis je repars encore avec ça, mais c'est quoi les irritants que les entreprises vivent actuellement. On s'entend que la plupart des PME, puis je parle de PME, là, on parle d'entreprises de moins de 500 employés, puis même ceux qui n'ont plus de 500 ou que ce soit dans l'institutionnel, dans n'importe quel type d'organisation, dans beaucoup de places, l'enjeu principal, ça va être le fait que la tâche de marketing ou la tâche de production de contenu, exemple avec vous ou autre, va être remis à une personne, encore une fois, qui est zéro spécialisée là-dedans. Ouais. Ou bref, qui est limitée. En ce sens, puis par limité, je veux dire une personne, par exemple, qui est issue du monde des coms, mais avant de pouvoir dire qu'elle a un spectre marketing couvert complet, elle n'a pas de stratège à côté d'elle, elle n'a pas de spécialiste en marketing numérique, elle n'a pas de spécialiste en com, elle n'a pas de spécialiste en production vidéo. Fait que finalement, la personne se ramasse un peu seule avec une responsabilité qui, on s'entend en matière de marketing puis de com, est énorme. Ah ouais. Fait que nous autres, la manière qu'on s'est beaucoup positionné dans les dernières années, c'est de dire, mais comment, comme organisation, nous autres, on peut venir se positionner sur cet élément-là? C'est comment, à un moment donné, on peut devenir le principal allié de ces organisations-là, puis sur tous les spectres. Là, on parle, mettons, beaucoup du volet du 360, avec de la prise en charge totale, ce qu'on travaille avec beaucoup de clients, c'est-à-dire vraiment que le client, exemple, il a un budget annuel, il vient nous voir, puis après ça, nous autres, on a tout un team qui va travailler sur l'optimisation de ce budget-là, puis sur qu'est-ce qu'on doit faire pour globalement atteindre leurs objectifs stratégiques. Ouais. Mais encore plus loin que ça, après ça, c'est la même chose. Si demain matin, un client rentre uniquement du côté de notre équipe web, disant moi, je veux vraiment faire une grande structure web, tu as même beau avoir une équipe de com souvent de 5-6 personnes, c'est prouvé que tu as une expertise en UI, en UX, tu n'as pas de programmeur à l'interne. Finalement, il faut quand même que tu te revires vers une organisation qui se spécialise là-dedans. Puis cette organisation-là, souvent, elle n'aura pas juste un enjeu en web. Là. Avoir un enjeu en production parce qu'on met quel contenu sur le site web? Ouais. On rédige quoi exactement? Ouais. Fait que souvent, l'enjeu, c'est que ton marketing com, c'est un tout. Et nous autres, on va beaucoup venir se positionner là-dessus. Fait que sur notre capacité à être capable d'accompagner ou si jamais c'est un projet qui est spécifique, exemple comme un site web, une prendre vidéo ou un autre, de venir
vraiment en complément avec d'autres éléments qui peuvent être un enjeu ou un irritant dans une agence ou dans un processus qui serait uniquement nous, on fait juste du web. Tu sais. Ouais. Mais c'est intéressant là, de voir ta vision, justement, parce que ça doit être pas vraiment fou que tu t'en parles, là, de tu pratiques ton. Pas que tu pratiques, là, mais tu peaufines ton. Mon elevator pitch. Ben, à un certain point, tu sais, je veux pas, c'est un peu ça. Tu connais ton entreprise, tu connais ton service, puis c'est ce qui démarque les prétentieux, tu sais. Puis j'aimerais ça qu'on parle justement de ta transition qui vient mener justement à toutes tes équipes avec ce nombre de 60 environ que tu disais. Comment t'as fait pour vivre cette transition-là? Parce que c'est quand même Imago est encore une très belle agence, mais c'est quand même 25 employés, vous étiez peut-être 25 aussi. Ça fait beaucoup de monde à gérer. C'est une transition. Comment toi, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'associé, t'as fait ce move-là? Ben, je dis toi, là, mais en fait, c'est dans l'entrevue avec toi. Oui, absolument. Puis je reviendrai encore, Jace, en disant, c'est quoi la problématique? T'sais? Ouais. C'est quoi la problématique que des entrepreneurs qui ont une business de 10, de 15 ou de 20 personnes ont ou de 2 personnes ont? Ouais. C'est qu'encore une fois, on revient à ce côté-là de multitasking. Ouais. Puis, tu sais, on va le prendre nous comme entrepreneurs, exemple. Puis, je suis sûr qu'il y a beaucoup de monde qui vont nous écouter et vont dire, ouais, moi, je gère ta. Puis, la liste de tâches que nous, on gère, des fois, est un peu compliquée, est un peu longue. Si demain matin, il fallait qu'on écrive un poste là, avec une description de tâches claires, ça serait compliqué. Fait que quand ton entreprise a grossi, puis c'est beaucoup par palier. Hein. Nous autres, on a eu vraiment le palier, je te dirais, du premier employé. Ouais. Ça, c'est le gros kick à se donner au début. Ouais, parce qu'au début, vous étiez 6. Ouais, puis on est retombé 2 rapidement. Avant d'avoir un employé? Ouais, exact. OK, cool. Ouais, exact. Fait qu'on est retombé 2 rapidement. Puis après ça, là, a été le premier employé qui a été Francesca à l'époque, qui est associée maintenant. Okay. Puis après ça, je pense que tu as le premier employé, puis jusqu'à 10, ça va. À 10, après ça, pour moi, il y a comme un autre step à faire entre le 10 et le 15. Parce qu'en bas de 10, comme entrepreneur, on peut à peu près gérer tous les POC. Fait que c'est-à-dire qu'on on a les mains dans tout. Ouais. Mais à plus que 10, 15, l'enjeu devient procédural. Tu n'es pas partout. Tu peux pas rattraper tout. Fait que tu as besoin d'avoir des procédures définies pour qu'à un moment donné, il y ait des éléments qui se fassent tout seul, un peu de manière plus automate. En sens, il faut que ton équipe soit capable de se baser sur certains principes, sur certains éléments pour qu'ils puissent savoir exactement, sans demander à Jason, qu'est-ce qu'on fait. Comment toi, tu as géré ça, cette confiance-là, justement, de déléguer? Comment tu as géré ça, toi? Sincèrement, je reviens encore à mon idée de fusée qui explose. Ouais. Au sens où, à un moment donné, premièrement, engager des gens compétents en qui tu as confiance, là, je pense que ça, c'est la base de tout. Fait que c'est sûr que si demain matin, on avait fait des choix dans le passé dans lesquels je disais hey, j'ai pas du tout confiance aux gens qu'on va engager ou qu'on est en train d'engager, clairement, ça va pas fonctionner. Fait que je vais encore revenir à ça. La base, c'est ça. Après, est-ce que tu peux t'attendre à ce que ces gens-là se trompent jamais et qu'ils fassent aucune erreur? La réponse est non. Et là, le lien avec la fusée qui explose. C'est qu'à un moment donné, il y a une acceptation à dire oui, ça se peut qu'il se trompe. Par contre, j'ai pleinement confiance en ce qu'il fait. J'ai confiance en ses compétences. Puis, comme jeune entreprise, souvent, moi puis toi, tu n'as pas nécessairement les moyens d'engager quelqu'un de 50 ans qui fait ça depuis 25 ans. On n'a pas les moyens, on n'a pas les finances pour pouvoir faire ça. Ouais. Fait que il y a de l'acceptation qui vient là-dedans. Fait que tu essaies de travailler en équipe le plus possible avec tes teams. Je te dirais que nous, encore plus où il faut qu'il y ait une acceptation de l'essai-erreur, c'est qu'à un moment donné, quand tu veux vraiment développer du 360, une personne qui gère, mettons, une expertise spécialisée va se concentrer sur une ligne de procédure essentiellement. Sur une ligne de service, là, on fait ça, on le cadre comme ça, on s'en va là. Quand t'en as 5, quand t'en as 6, à un moment donné, c'est que tu as des lignes de service qui sont tenues par une ou deux personnes. Fait que c'est sûr que comme entrepreneur, même si tu auras bien beau travailler 80 heures dans ta semaine, tu n'auras pas le temps de tout structurer, tu n'auras pas le temps de te mettre les mains dans tout. Fait que là vient le fait que oui, des fois, on va se planter, puis oui, on va apprendre de ça. Puis le jour où on pognera l'erreur, là, on se procédurera, puis on va être capable de mieux avancer après. Puis, fait que c'est ce qui a fait votre transition qui a été fluide. Exact. Tu as eu une transition avec l'agence, puis tu as eu une deuxième.
il y a eu, je te dirais pour nous, un peu comme je te disais, le 2, mettons le 0-3. Ouais. Il y a eu le 3-10. Après ça, on a eu le step de 10-15 où à un moment donné, il fallait qu'on se procédure. Ouais. Ce setup-là a pu durer peut-être jusqu'à peut-être une vingtaine de membres. À plus de 20, ben, je te dirais que là, on tombait, selon moi, sur ce qui serait pas mal le troisième gros step. Là. Moi, je le vois beaucoup en marche, où à un moment donné, ça prend encore plus de structure. Fait que là, tes procédures, ils étaient grandes de même. Ben là, tes procédures, il faut qu'ils deviennent grandes de même. Puis là, tu n'es plus tout seul en facturation, tu n'es plus tout seul dans l'admin, tu n'es plus tout seul. Fait qu'à un moment donné, c'est que tu n'as pas juste du monde dans tes lignes de service spécifiquement, c'est que tu as du monde qui vont se greffer partout dans l'organisation. Puis là, le volet des procédures et de tout ce que tu dois faire, de structurer, les ventes aussi. Tu sais, à un moment donné, faire vivre 20 personnes ou en faire vivre 10, c'est vraiment pas le même défi. Ouais. Souvent, à 10-15, une personne, un entrepreneur est capable de signer, selon moi, encore assez de mandats souvent ou assez de flow pour être capable d'alimenter. Quand tu tombes à un moment donné à 20, là, ça commence à être un flow qui est plus complexe. Ouais. Fait que ça, je te dirais que ça a été pour nous un gros step. C'est à ce moment-là où pour notre part, pour être capable de faire le step rapidement, là, c'est-à-dire pour se donner les moyens et les ventes, ben à cette époque-là, on a rencontré Jonathan et Agence CC. À 10-15, on faisait encore à peu près juste des campagnes puis du branding. Le web, pour nous, était quelque chose qu'il fallait impérativement greffer, en sens où, tu sais... C'est un tout? Ben, c'est un tout, en fait. Fait qu'on n'était pas 360 à l'initial, mais pas du tout. On était vraiment comme marque et com. Puis est-ce que c'était fait à l'externe ou vous ne vouliez pas toucher à ça du tout? On externalisait beaucoup à l'externe, effectivement, à cette époque-là, mais on a toujours eu une philosophie de travailler à l'interne parce que, mine de rien, je pense que tu le vois sûrement avec tes clients aussi, on n'est pas non plus le genre d'agence où on va travailler avec des clients on est sur des projets de 12 mois. Tu sais, mettons, on va faire une prod, là, vous autres, puis tu peux remettre ta prod au client dans 12 mois. Généralement, c'est pas vraiment ça. Le cas, fait qu'on on est quand même sur un flow qui est assez quick, qui est assez court. Ouais. Fait que nous, cette philosophie-là d'internaliser a toujours été assez présente, justement, pour être capable de répondre à la demande puis de pouvoir se retourner assez rapidement. Fait qu'à cette époque-là, on a acheté, en fait, Jonathan est venu nous voir. Lui, il venait d'acheter Agence CC. Puis, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fusionné les deux organisations ensemble pour venir greffer le domaine du web. Est arrivée la pandémie et là, on a fait le meilleur move de toute notre vie, c'est-à-dire que nous, on avait des clients qui étaient en marque et campagne, qui n'avaient pas de web. La pandémie venait d'arriver. Puis là, tout le monde avait besoin d'un site web. Ben oui. Fait que tout le portefeuille client qu'on avait s'est reviré vers le web, qu'on venait d'acquérir. Puis en l'espace d'un an, le chiffre d'affaires de la business a doublé. Fait que ça, pour nous, ça a été le meilleur move qu'on a fait dans toute l'histoire de l'organisation. Puis c'est ce qui nous a aidé justement à faire le step du 2025. Fait que là, on est comme dans les prétentieux qui sont en train de devenir un bon 360, tranquillement, pas vite. Ouais. À ça, on vient greffer le marketing numérique et autres en cours de temps. Et là, pour répondre à ta question de comment, après ça, on step up la troisième transition, encore plus loin. À 25, tu as une structure, ça va bien, mais tu as des énormes irritants. C'est-à-dire que ton monde à 25 personnes s'attend à ce que tes HR se structurent, fait que tu as une structure de ressources humaines qui se tient debout. Ils s'attendent à ce qu'il y ait des structures d'avantages collectifs, vacances et autres éléments qui se structurent. Ils s'attendent à ce que, exemple, les TI, leur matériel et tout ce qui vient avec soit structuré. Parce que là, le problème, c'est qu'avant, quand tu étais 10 et que tu avais un problème de courriel, tu peux le gérer toi-même. Ouais. À 25, si tu es encore obligé d'aller voir le DG ou un associé pour te faire régler ton problème de courriel, et c'est le cas dans beaucoup de business, là, on s'entend, c'est problématique. Fait que nous autres, en fait, on a accumulé tous les irritants qu'on avait. C'est-à-dire de pas avoir encore une structure administrative qui est 100% autonome. Puis par ça, je veux dire, exemple, qui prend en charge 100% de la facturation, qui prend en sorte 100% de tous les suivis, de tous les enjeux, de tous les calls qui rentrent et autres, pour avoir une structure de RH qui permet de gérer l'embauche, de gérer aussi les employés qui quittent, parce que ça, c'est hyper important. Comment on gère un employé qui quitte? Est-ce qu'on peut l'accompagner pour aller ailleurs chez un client et autres? Ça prend une structure qui est hyper importante. Fait que bref, je pourrais te nommer 1001 irritants du genre qu'à un moment donné, nous, on s'est dit, là, on a un step à faire. Si vraiment on veut, à un moment donné, comme je te dis, sortir des opérations puis tomber dans une phase un peu plus stratégique, il faut que, oui, nos cellules de service fonctionnent, mais il faut que les cellules de support, l'admin, les RH, les ventes, les TI,
Nous, dans notre cas, on a des produits complémentaires aussi, là, d'autres marques. Il faut que tout ça soit structuré. Ouais. Ça nous prend combien de monde? Ouais. Combien de monde ça prend pour réussir à arriver à ce cas-là où, à un moment donné, on dit que chaque personne, y compris tes cellules de support, ont tout leur job à faire, ont toute leur expertise. Puis que, tu sais, il y a toujours du monde qui va être multitasking, mais qu'au moins, on se pitche plus partout. Et pour nous, le nombre de 50-60, là, dans l'organigramme qu'on créait, c'était le minimum. On ne pouvait pas aller en bas de ça. Okay. Sinon, on continuait de pédaler, on continuait de recevoir des calls à gauche par à droite, on continuait d'avoir des ventes qui se tenaient très bien, mais sans avoir une structure extrêmement robuste. Tu sais. Fait qu'on pourrait vraiment parler de robustesse. Fait qu'à partir de combien on se considérait comme robuste et solide, c'est-à-dire qu'on a du monde pour tout, qu'on est capable de réagir à tout parce que tu as du monde vraiment spécialisé. Pour nous, c'était ce kick-là que ça prenait. C'est ce qui a expliqué notamment qu'à partir de 2022, fin 2021-2022, on s'est déjà mis à rechercher au Québec d'autres partenaires qui répondaient un peu à notre vision d'expansion. Puis finalement, notre choix final s'est arrêté sur Imago, notamment pour... Est-ce que c'est vous qui êtes allé... Comment ça s'est passé? Oui, c'est une bonne question. Il y a sûrement du stock que tu peux pas dire, là, mais c'est-tu eux? C'est-tu vous vous étiez stratégique, on va les chercher? Ou? Ben, je pense qu'il y avait deux éléments là-dedans. Tu sais, puis tu viens d'Abos, fait que c'est un marché que tu connais super bien. Tu sais, nous, à un moment donné, on est à Lévis, on est à Deptford, on est à Saint-Lambert. Fait qu'un des marchés qui est de proximité pour nous, qui est hyper important, c'est la Beauce. Ce marché-là est crucial, ce marché qui est ultra entrepreneurial, qui est hyper intéressant sur énormément de points de vue, puis qui comporte beaucoup de gens brillants, entreprenants. Fait que ça, pour nous, c'était un peu un must, mais je te dirais qu'avant ça, c'était même pas ça, c'est qu'on cherchait un fit. On cherchait un fit, t'sais. On voulait juste un fit avec des gens qu'on se disait, on est capable, je te parlais de vulnérabilité tantôt, là, avec qui on est capable d'être vulnérable. T'sais. Niveau intelligence émotionnelle, on avait vécu une première fusion où c'était deux petites équipes, là. C'était pas compliqué. Puis ça nous a nécessité, avec le temps, beaucoup d'intelligence, mettons, puis beaucoup de temps d'arrêt pour faire comme, hey, on est en train de faire de quoi, là, puis le processus ne fonctionne pas du tout en ce moment. Faut pas que ça casse. Exact. Puis, à un moment donné, quand on est tombé sur Jean, justement, on a rencontré quelqu'un qui avait une transparence, une vulnérabilité qui était incroyable, ben, en fait, qui fitait vraiment avec nous. Puis, il faut comprendre aussi que, comme dans beaucoup de business, il y a une question de relève après. Fait que, tu sais, Jean et Richard et Manon, à l'époque, étaient rendus à penser à relève. Puis là, ben nous, évidemment, le match était excellent. Puis c'est pas parce qu'on n'a pas eu des discussions puis des échanges longs avec d'autres business. À un moment donné, je te dirais que c'est beaucoup ce facteur-là de vulnérabilité. On va-tu être capable de faire une run de course ensemble qui va durer 2-3 ans jusqu'à temps qu'on soit capable de fusionner? Puis on va être assez vulnérable pour être capable de tous dire les enjeux qu'on a, puis on va être capable de communiquer adéquatement. Je te dirais que notre premier choix, ça a été beaucoup ça. Ouais. Puis ce qui mène à aujourd'hui, officiellement, vous le mettez plus sur les réseaux, c'est un gros succès. Là. 50, tu parles du chiffre 60, ça veut dire que vous continuez constamment à grossir. Ouais. Fait que ça a été que positif. Y a-tu des regrets dans toute cette... Ben, c'est peut-être le mot regret est vraiment fort. Là. Des défis que tu t'attendais pas, qui ont pas pu, t'aurais fait « Oh, que j'ai pas pensé à celle-là. » Je te dirais que je suis content de ne pas l'avoir fait avant. Au sens où... l'expérience est importante dans une grosse transaction comme ça. Exact. C'est vraiment ça. Tu me demandes où on aurait pu se planter. Si à l'époque où on a vécu nos autres pivots dans l'organisation, où on s'est séparé de certains associés, où on a fait certains pivots, si avec l'intelligence émotionnelle qu'on avait à l'époque, on aurait entamé la transition dans laquelle on est aujourd'hui, selon moi, ça n'aurait pas fonctionné. Non. Pour la simple et unique raison que je pense qu'il y a une énorme question de maturité. Tu sais, je te parlais encore de vulnérabilité, mais c'est hyper important. De se le dire, de faire le point. Fait que, je pense que c'est ça. C'est pas tant un regret, mais plus un élément duquel je suis content, mais sur lequel on aurait très bien pu décider de faire un move plus gros, plus grand avant. Tu sais. Ben, tu sais, quand tu parles de l'expérience, la première fois qu'on s'est parlé pour travailler en vidéo, on n'avait pas le même discours que les dernières discussions qu'on a eues. 100%. Fait que, tu sais, je pense pas qu'il y aurait eu autant de partenariats si on avait
voulu trop pousser avant parce qu'on n'avait pas l'expérience d'une discussion pour avancer, tu sais, Ouais, je suis d'accord. plein de projets. Fait que, tu sais, je pense que je me vois dans tout ce que tu dis. Je dis pas à même échelle, on s'entend. Ouais, non. Mais, puis le conseil est là. Ouais, puis je suis d'accord avec toi. Je pense qu'à un moment donné, on finit par se rejoindre. Puis il y a autant, je pense, des amitiés d'affaires où il y a autant des partenariats qui peuvent pas être possibles, je pense, avant qu'à un moment donné, il y ait une certaine maturité puis une certaine expérience où à un moment donné, t'arrives puis t'es comme, gars, je pense qu'on est prêt, tu sais. Exact. Puis comment tu fais pour gérer tout ça, là? T'as parlé beaucoup. T'as quand même une vie personnelle à travers tout ça. Comment tu fais pour gérer ta vie? C'est une bonne on se dirige vers la fin. Je veux quand même qu'on glisse ça. Ouais. Comment on est capable... C'est un challenge que j'ai quand même, veux pas de mon côté. Ouais. Que toutes les personnes que j'interviewe dans le podcast ont aussi ce challenge-là. Ouais. J'ai des clients qui sont comme ça, qui m'écrivent le soir. Ouais. C'est pas grave, là, mais toi, comment tu gères ça? Je vais encore revenir à ma fusée qui explose. En fait, il y a 2 éléments là-dedans. Je pense que la première affaire, moi, j'ai extrêmement de chance parce que j'ai quelqu'un dans ma vie qui, globalement, qui est extrêmement ambitieux, tu sais, puis qui travaille très, très fort. Fait que c'est sûr qu'on se rejoint là-dessus. Là où je te dirais que je reviendrais plus à mon côté familial puis à qu'est-ce que ça a apporté à ma relation aujourd'hui, moi, j'ai vu mes parents évoluer dans l'entrepreneuriat où, tu sais, je te disais au début, mon père qui se levait à la nuit et tout. Puis on a eu la discussion familiale que je te parlais tantôt, puis un peu plus vieux, vers 18 ans, ma soeur a eu la discussion avec ma mère de comment, mettons, on peut rester ensemble à travers tout ça. Tu sais, au sens où, à un moment donné, il y a eu énormément de défis, là. Tu sais, comme entrepreneur, on a vécu pas mal de trucs. Puis ma mère nous avait toujours dit, tu sais, à un moment donné, un couple, c'est une équipe. Définitivement. Il y a une notion d'équipe. Ouais. Fait que, tu sais, si on décide de s'embarquer dans le business, t'embarques tout le monde. La famille est là-dedans. Tout le monde est là-dedans. Fait que si ta notion d'équipe est présente, puis qu'encore une fois, il y a de la vulnérabilité, il y a de la communication, puis qu'on se parle, ça va marcher. Mais si demain matin, je pense que tu as quelqu'un avec toi ou que tu as une famille qui te freine, qui n'est pas tant d'accord avec ce que tu fais ou qui n'est pas aligné avec les valeurs de ce que tu as, ça va être extrêmement difficile. Ça va être vraiment difficile. Ouais. Puis ma mère, à l'époque, elle nous avait dit « Ne vous en voulez jamais ». C'est au sens où si demain matin, tu commences à recenser le passé, l'erreur du si, le souper auquel j'ai été en retard, nous, je te dirais, mettons, juste pour répondre à ta question du début clairement, le premier élément qu'on s'est juré, c'était de jamais s'en vouloir. On s'en veut jamais. Tu rates un souper, tu n'as pas pu aller à l'événement XYZ parce que finalement, tu as eu un cocktail qui était plus important puis auquel il fallait que tu sois, on s'en veut jamais. Puis ça, là, cette base-là, elle nous a toujours suivis. C'est ce qui a fait en sorte que presque 9 ans plus tard, on est encore là. Ben, c'est ça, exact. C'est la famille, il faut qu'elle te monte. Il faut pas qu'elle soit toujours là, puis t'étais pas là, puis pas qu'elle trabaisse, mais tu sais, que tu viennes tout le temps jouer ses points négatifs, parce que c'est là que, au niveau des émotions, puis tout ça, tu viens plus à fleur de peau, puis qu'en bout de ligne, ça l'éclate. Ben, oui, puis tu sais, puis sûrement que tu le vis autant que moi, mais tu peux pas arriver à la maison, puis te dire que ça va être un stress sur la gestion de ta relation, sur la gestion de XYZ, en plus de gérer un stress au bureau. Tu sais, à un moment donné, là, moi, j'ai toujours dit qu'il faut que tu réussisses à passer à la porte. T'sais, moi, quand je rentre chez nous, là, c'est un safe haven. Ça, pour moi, c'est comme... C'est ma place. Chez nous, je suis moins accessible. Chez nous. Si demain matin, il fallait qu'on se pogne constamment, qu'on soit toujours en train de surnoter ce qu'on a fait ou ce qu'on n'a pas, ça ne deviendrait plus un safe haven. Fait qu'au final, ton cerveau, il est constamment en charge de stress, il est constamment en train de trouver un mode « mais je vais faire quoi, mais comment je vais résoudre ça? » Si c'est ça, business, puis dans ta vie personnelle, la route va être longue. Là. Ouais. Fait que c'est ça. Comment ça pour déconnecter, justement, chez vous? C'est une bonne question. Oui, hein? Non, mais on va faire comme si c'était vraiment possible. Là. Mais en fait, on déconnecte-tu vraiment? Ouais. Moi, mettons, en toute franchise avec toi, là, on parle de vulnérabilité depuis tantôt, mais
j'ai pas encore trouvé ce sweet spot-là. Au sens où, tu sais, je dis que chez nous, c'est un safe haven, oui, où je me sens vraiment bien, où mon couple m'impose absolument rien en matière de stress, puis bien au contraire, mon couple me supporte beaucoup. Mais est-ce que vraiment j'ai réussi à trouver le sweet spot, mettons, puis je te dis, hey, on déconnecte, là, puis c'est facile, là, je suis déconnecté, je suis pas là pendant 3 semaines. Ouais. Non. On commence juste, sincèrement, je commence juste à le vivre, où je suis rendu là, principalement à cause que je suis entouré de beaucoup de personnes que je considère beaucoup plus brillantes que moi sur plein de points de vue. Il y a du monde ici qui, clairement, sont dans la capacité de pouvoir prendre des bien meilleures décisions que je suis capable de le faire. Fait que ça, pour être franc avec toi, c'est ce qui fait en sorte que je suis capable de beaucoup plus décrocher. Est-ce que je suis encore là pour mettre l'épaule à la roue, aider puis intervenir? Oui. Mais le fait que je suis entouré de monde que je considère meilleur, ça vient tout changer. T'as-tu une façon de décrocher? T'as-tu des hobbies, des passions? Tu sais, dans le monde créatif, je veux dire, c'est le soir, tu dois pas peinturer. Non, j'aimerais ça te dire que, dire que des fois, c'est juste de trouver de quoi qui a pas rapport à pour. Fait que c'est de mettre ta façon de déconnecter. Ouais, ben, je te dirais, quand on a fait le dernier step de, mettons, du 20-25 que je te parlais avant acquisition, j'avais 30 ans. Je me suis dit, faut que je fasse de quoi pour que, tu sais, j'avais pas une crise identitaire à cette époque-là, mais tu sais, je me disais, je suis entrepreneur, on a une belle business qui run, qui est en croissance, ça va bien, mais qu'est-ce que je peux faire d'autre? T'sais, à quoi je peux m'accrocher d'autre? Tu sais, je te parlais de fierté tantôt. Puis pour moi, le côté de, je suis fier de la business, je suis fier de ce que je fais, mais je suis fier de faire quoi d'autre? Je suis fier de d'autres choses de moi, outre le fait d'être le gars des prétentieux, maintenant. Tu sais, à un moment donné, tu t'en vas au centre d'achat, t'es le gars des prétentieux, tu t'arrêtes au gym, t'es le gars des prétentieux. Puis à cette époque-là, je me suis dit, jeune, je voulais devenir pilote. Fait que j'ai été suivre une licence de pilote qu'il faut que je finisse avec un instructeur, Nicolas, exceptionnel. Puis ça, je te dirais là, que jusqu'avant qu'on achète Imago, où là, on a décidé de prendre la marge de plus, puis mine de rien, à chaque fois que tu prends une marge de plus, ben, tu as le tourbillon qui rembarque avec. Ouais. Mais pendant ce 1 an-là, mettons qu'on remonte à l'année de 2003, là, de mettons octobre 2022 à peut-être juillet 2023 ou même septembre 2023, j'ai vraiment été sur... On avait une business qui était hyper stable, ça roulait bien. Puis là, j'avais vraiment le luxe de dire, je m'en vais voler, j'arrive le jeudi, il est 10h le matin, où je travaillais des fois le soir, mais globalement, on avait beaucoup plus de stabilité. Fait que je te dirais beaucoup ça. Puis ça, c'est là qu'il faut que je retourne. Fait que notre goal présentement, c'est de dire, on va restabiliser l'organigramme, la croissance qu'on a accepté d'avoir pour se donner encore plus de stabilité. Puis là, il faut que je retourne là. Je le vois en avant. C'est l'objectif. Oui, exact. Comment tu vois justement l'avenir de toi en tant qu'entrepreneur, de l'agence, 5, 10 ans, peu importe. Comment tu vois l'avenir? Ouais. Je te dirais que il y a quand on a fait... moi, j'ai toujours été quelqu'un globalement d'assez contrôlant, au sens où j'ai toujours voulu mettre les mains dans tout puis m'assurer que tout était good. Tout était fait un peu comme si moi, je l'aurais fait. Puis quand j'ai rencontré Jonathan vers 2019-2020, il m'a apporté de quoi que j'avais pas, en fait, puis qui est vraiment une qualité que je continue de développer aujourd'hui, qui est la capacité à se rendre inutile. Puis inutile n'étant pas le fait que je sers un peu à rien. Inutile étant plus la capacité que j'ai à pas être pris dans tous les processus constamment. Ouais. Fait que tu me demandes, c'est quoi notre objectif pour les 5-10 ans? La croissance, dans un objectif, avoir encore plus de stabilité. Tu sais, je te parlais de toutes nos cellules de support puis de toutes nos cellules de service. Ça, là, avoir encore plus de stabilité précise là-dedans. Puis après ça, encore plus de stabilité dans tout ce qui touche l'administratif puis le stratégique. Ouais. Que nous, on soit vraiment capable de dire, hey, gars, là, on a de quoi réfléchir. Mettons, on a notre prochaine acquisition à faire. On ouvre un nouveau bureau XYZ. Qu'on soit capable de vraiment sortir et faire comme, hey, on est capable de faire un 3 jours de pause puis de le réfléchir comme il faut. Ça, on n'est pas là présentement, mais on veut y arriver. Puis c'est vers là qu'on va. Fait que la croissance encore, dans un but de se stabiliser. La croissance dans le but d'être capable de créer notre plus grand réseau de professionnels au Québec, c'est la vision qu'on a. Mais vraiment, dans une optique, on parlait des clients qui ont des enjeux présentement. Nous autres, on veut avoir le professionnel spécialisé dans le domaine XYZ
que le client a besoin. T'sais. Ouais. Un peu, on le voit, puis dans les dernières années, on l'a vu beaucoup. Exemple, chez BVA, chez Mallette ou chez d'autres bureaux, dans les bureaux d'avocats, c'est la même chose. Il y a un peu toujours, tu as vraiment ton équipe T'as le spécialiste terrain, en mais tu as industrie, aussi ouais. ton spécialiste en industrie qui, lui, peut venir intervenir spécifiquement. C'est vraiment là qu'on veut venir aller, encore une fois, pour apporter de la consistance, apporter de l'expertise à nos cellules. Fait que, ouais. Ben, au début, veux pas, comme tu dis, en torcule avant, en début d'agence, tu vas être spécialiste. Tu veux te spécialiser dans. Tu veux pas te spécialiser, mais tu vas être bon dans tout. Ouais. Mais tu n'es pas spécialiste dans rien. Fait que tu sais, avoir un spécialiste dans un domaine, puis en avoir plusieurs spécialistes pour être tombé à être la ressource. Ben oui, tu sais, parce que dans le domaine des agences au Québec, peut-être que d'autres gens diraient d'autres choses que moi, mais moi, je ne considère pas qu'il y a un nom de référence que tu peux dire. Et vraiment, là, eux, là, comme je vais aller les voir, d'après moi, ils vont voir ce que je veux. Ouais. Sauf que dans le bureau, dans le domaine de la comptabilité, dans le domaine juridique, ça existe, ces bureaux-là. Il y en a des grands bureaux québécois que tu es capable de dire, eux autres, là, je vais aller voir, d'après moi, ils l'ont le spécialiste. Ils sont comme 150. Ils ont des spécialistes en plein d'affaires. Ils vont pouvoir m'accompagner vraiment sur tous les enjeux que ma business va avoir à travers la croissance. Puis dans notre domaine, ça n'existe pas tant que ça. T'sais. Non, c'est ça. Fait qu'il y a des très grands joueurs qui peuvent le faire, mais qui sont peut-être moins intéressés ou qui sont peut-être moins sur l'axe que nous, on a sur ce volet-là de PME ou d'entreprise en croissance ou sur le côté un petit peu plus organisationnel. Puis aujourd'hui, les prétentieux, ça a combien d'employés? Ça roule quoi? C'est faire un wrap-up avant de conclure ce beau podcast-là. Tu parles de l'avenir, mais mettons en ce moment, comment que... Où est-ce qu'on est présentement? Ouais, on se situe où? Actuellement, on se situe, comme je te le disais, avec nos 4 bureaux, avec cette vision-là de créer le plus grand réseau de professionnels. Notre stratégie de distribution a toujours été la même, c'est-à-dire, nous autres, la proximité est importante. Des bureaux, on en a 4, on va continuer d'en rouvrir d'autres, ça a toujours été. On est sur cette optique-là où je pense qu'on a réussi à faire un excellent tour de tout ce qui est marketing, communication, l'accompagnement avec les clients, selon moi, est excellente. Ce qui amène une expérience vraiment... Exact. On est dans ce processus-là d'acquérir des gens qui vont être de plus en plus spécialisés. Fait que c'est là qu'on est présentement. Puis je pense que ça fonctionne bien. Ça fonctionne vraiment bien. On a vraiment un bel avenir. Juste pour revenir à ce qu'on disait, on est aussi une organisation, là, présentement, à 4 associés, qu'on souhaite que ça grossisse. Il va y en avoir d'autres mondes. Présentement, on va chercher du monde qui sont ultra motivés, du monde qui sont brillants, qui vont embarquer avec nous autres aussi. Fait que les prétentieux, ça ne sera pas juste 4 personnes. Ça va être un groupe de personnes, puis ça va être toute une organisation qui va grandir. Ça ne pas la porte à l'actionnariat. Absolument pas. Absolument si pas. c'est pour amener quelque chose de positif, tu vas le prendre en considération. Absolument. Puis en même temps, un peu comme je disais. C'est une belle façon de penser. Oui. Puis comme je te disais, il y a du monde qui sont bien plus brillants que moi. Fait que les défis qu'on va avoir dans le futur, il y en a qui vont être capables de les résoudre encore mieux. T'sais, on a toutes nos forces à un moment donné. Il va falloir qu'on s'entoure de monde qui vont être capables de prendre ces responsabilités et ces rôles-là. Wow. Voilà. Merci, Jason. J'avais un point. On peut tellement finir là-dessus. Vas-y donc. Qu'est-ce que tu aurais donné comme conseil à ton jeune Charles, 18 ans, 20 ans, pour qu'il fasse des bonnes... Quel conseil pour qu'il fasse des bonnes décisions si on en recule un peu en arrière? Ouais. Je te dirais peut-être 2. Avoir encore moins peur de l'erreur que je l'ai eue. Puis le deuxième, ça serait clairement de croire en sa personnalité. Tu sais, je te disais tantôt le côté... tu sais, pour ceux qui connaissent les couleurs, là, mais je suis un bon rouge-bleu à base, là, en sens où, tu sais, on a tous des styles de base, là, au sens où il y en a qui sont plus directifs, il y en a qui sont plus people, bref, il y en a qui sont plus human. Mais chaque style de personnalité puis de personne, chaque style de gestionnaire a vraiment ses avantages dans une organisation. Puis je pense qu'à une certaine époque, j'ai eu le goût de croire que finalement, le style que j'avais était peut-être pas bon. Puis ça, c'était une erreur. C'était une erreur définitivement parce que fallait juste que je sois entouré des bonnes personnes comme je le suis aujourd'hui pour que justement ça prenne tout son potentiel. Fait que je dirais, il n'y a pas de croire en sa personnalité, de croire en sa vision, en son style, définitivement.
merci de ta vulnérabilité, comme tu nous as parlé dans tout le long de l'épisode. C'est vraiment cool d'avoir justement ta vision. Je te vois depuis longtemps. Ouais. Je suis content de voir justement tout le parcours que tu as fait. Quand on se parle pas longtemps parce que tu es un homme occupé. Mais, puis on est sur des mandats aussi. Fait qu'un gros merci d'avoir pris le temps. T'es en meeting tantôt, t'en as sûrement un autre après. Fait qu'un gros merci d'avoir pris le temps. Puis, c'est un plaisir. J'espère que tu vas aimer ton expérience. Ça doit être dans les premiers que tu fais des balados. Hein? Oui, effectivement. J'en avais pas tant fait. Et merci à toi, sincèrement. Fait que merci, puis tout le monde, on va faire la fameuse plug que je dis jamais. Vous pouvez aimer, partager, puis Charles, toi, tu pourras partager quand ça va être en ligne. Grand plaisir. Merci tout le monde.